Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire de résultats d'études des Sentinelles. Je suis Laura de l'équipe Sentinelle et je suis ravie de vous retrouver pour parler ensemble ce soir du dépistage du cancer du sein. À mes côtés sur votre écran, le docteur Patricia Soler-Michel, qui est directrice médicale du CRCDC Aura, ce qui veut dire Centre régional de coordination des dépistages des cancers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et notre deuxième Patricia de la soirée, c'est le docteur Patricia Villain, qui est chercheuse au CIRC, un autre acronyme pour Centre international de recherche sur le cancer, et qui a mené l'étude Cannelle, dont les résultats nous rassemblent ce soir. Bienvenue mesdames, merci d'être là. Cette étude, elle avait pour objectif de mieux cerner vos représentations et vos attentes à propos du dépistage organisé du cancer du sein, pour pouvoir en améliorer les outils d'information, car les chiffres montrent que la participation, elle s'essouffle depuis 10 ans. La première partie de l'étude, elle a été menée en 2020, en pleine période Covid, et vous avez été 40 sentinelles à participer à des groupes d'échange qui se sont donc déroulés en visio. Puis la deuxième partie, elle a eu lieu en 2021 auprès de 15 femmes recrutées par l'intermédiaire du CRCDC et qui ont donc participé à des entretiens individuels. Comme on est un peu curieuse, on vous donne rendez-vous tout de suite dans l'onglet sondage pour que vous nous disiez si vous étiez, si vous avez participé ou non à cette étude. L'onglet sondage, il se retrouve à droite de votre écran. Voilà, n'hésitez pas à venir nous dire si vous êtes des participantes à l'étude pour qu'on puisse savoir un petit peu qui est dans l'assistance. Voilà, donc merci à toutes d'être là pour parler de ce sujet. Mesdames, je vous laisse la parole juste dans 2 minutes, juste le temps de présenter l'interface sur laquelle nous sommes, pour celles qui ne connaissent pas. Donc, vous avez un onglet en bas à droite de votre écran, sondage, sur lequel je viens de vous inviter à aller. Un chat qui vous permet aussi de réagir en direct et de discuter entre vous. Un onglet questions pour poser vos questions, auxquelles nous répondrons après la présentation des résultats. Voilà, si vous pouvez poser plutôt vos questions dans cet onglet-là, ça nous permet de les avoir toutes au même endroit et de pas en oublier. Voilà pour la petite charte et pour... Ah pardon, j'ai pas soumis de vote. Si, c'est bon. Et pour la petite charte, pour la petite présentation. Et mesdames, je vous laisse prendre la parole. Alors, bonjour à toutes et tous. Je vais du coup, Patricia, je vais avoir besoin de ton aide pour la présentation. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc j'espère que tout le monde voit bien. Donc je suis Patricia Soler-Michel, médecin directeur du Centre dépistage des cancers en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a cet acronyme affreux. Donc, moi, je préfère vous dire dépistage des cancers parce que c'est RCDC, personne n'arrive à le dire. Et nous sommes chargés de mettre en place donc les dépistages organisés des cancers du col de l'utérus, du sein et du colorectal. Alors aujourd'hui, ce qui nous occupe, c'est le dépistage du cancer du sein. Mais je vais quand même vous dire un petit mot sur nos missions. Donc les missions des centres, et il y a un centre par région. En France, on s'appelle tous dépistage des cancers et la région derrière. Et nos missions, c'est de mettre en œuvre les dépistages donc des 3 cancers que je viens de citer. Et plus particulièrement, nous avons, alors je vais commencer par le côté gauche, nous avons une mission d'information des professionnels de santé et de mobilisation. Nous avons aussi un rôle dans la sensibilisation et l'information du public en général, qui est invité à participer au dépistage. Et puis plus particulièrement de nous intéresser à la lutte contre les inégalités de santé, en veillant à ce que le maximum de personnes, y compris les plus éloignées du soin, participent à nos programmes, et c'est un accent que l'on donne plus particulièrement. Alors sur le côté droit, vous voyez que tout à fait en haut, d'abord, vous avez l'invitation des populations concernées par le dépistage organisé.
et c'est une mission que l'on vient de perdre au profit de l'assurance maladie, qui a repris cette mission d'envoi des courriers d'invitation pour différentes raisons, mais une raison d'organisation et de pilotage qui a décidé qu'il valait mieux que ce soit l'assurance maladie qui envoie les invitations pour aussi des raisons de coût et d'organisation qu'ils espèrent pouvoir suivre en étant un peu plus efficaces sur la participation. Ça vient juste de se mettre en œuvre en 2024 et nous conservons toutes les autres missions. Dans les autres missions, il y a une mission très médicale de suivi des personnes dépistées, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une anomalie qui est détectée à un dépistage, on va s'intéresser à ce qu'elle est en définitive et savoir si finalement c'est un cancer qui est dépisté ou pas. Et donc, on va écrire aux personnes et également aux médecins pour essayer de savoir si ce que les personnes ont fait, les accompagner éventuellement, leur répondre si elles ont des interrogations par rapport aux examens à réaliser lorsqu'il y a une anomalie détectée. Et ça nous permet de colliger tout un ensemble de données qui permettent aussi l'évaluation. Et c'est une autre de nos missions, évaluation pour essayer d'assurer la qualité des dépistages. Donc quelques chiffres sur le cancer du sein, puisque on est aujourd'hui plutôt réunis autour de ce cancer du sein et de son dépistage. Donc le cancer du sein, vous le savez sans doute, c'est le premier cancer chez les femmes et la première cause de décès par cancer. Ça représente 58 500 nouveaux cas tous les ans et on observe toujours une tendance à l'augmentation de ce nombre de cas. Même si elle est faible chaque année, elle est toujours croissante sur la période de 2010-2018, donc probablement encore actuellement. En revanche, en termes de décès, on observe plutôt une baisse progressive des décès, mais tout de même, vu le nombre de cas, tout de même, ça représente 12 100 décès par an en France. Et peut-être un fait un peu plus marquant, c'est que ça représente 1/3 de tous les cas de cancer chez la femme. Donc c'est dire un peu son importance et ça fait partie des raisons qui sous-tendent l'organisation du dépistage pour ce cancer, puisqu'on a un test efficace qui existe et que c'est bien un problème de santé publique concernant donc 1/3 des cas de cancer chez la femme. L'âge médian au diagnostic, à la découverte de ce cancer, c'est 63 ans et il faut savoir que 80 % des cas surviennent après 50 ans, qui est l'âge de démarrage du dépistage organisé. Le taux de survie à 5 ans est assez bon dans notre pays, puisqu'il est tout stade confondu à 87 %, mais on peut encore faire mieux si le cancer est détecté à un stade plus précoce. Donc le stade précoce, c'est lorsque la taille de ce cancer est inférieure à 1 centimètre, pardon. Et donc là, on peut espérer un taux de survie à 5 ans de 99 %. Donc vous voyez qu'on a encore un enjeu pour faire mieux pour les femmes. Alors là, je crois que c'est l'heure du sondage. Le sondage, donc la question que je vous pose, c'est, selon vous, donc je ne sais pas si vous avez cliqué sur le petit icône sondage, là, vous devez voir les questions. Selon vous, quel est le facteur de risque principal du cancer du sein en France? Donc je vous laisse quelques minutes pour répondre. Je ne vois pas apparaître les réponses. Je sais pas Il si faut que vous c'est cliquiez sur voir les résultats, normalement, Patricia, dans l'onglet sondage. Sinon, je vous le dis, on a, les participantes votent encore. Ah, ça y est, je vois. Voilà, parfait. Je vois. Intéressant.
Voilà, là, ça bouge plus. Alors, alors c'est intéressant puisque ce qui arrive en tête, c'est l'hérédité et juste derrière l'âge. Et effectivement, on en parle beaucoup de l'hérédité et ça a tendance à grossir l'impression de l'importance de ce facteur de risque. Alors en réalité, le facteur de risque principal, c'est l'âge. L'hérédité, ça représente 6 à 10% des cas de cancer du sein. Et c'est relativement faible finalement. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup parce que ça mérite d'être mieux connu pour pouvoir mieux repérer les femmes qui sont concernées par cette situation, d'avoir pour plusieurs cas dans la famille. Et si bon, il y a des règles qui permettent de se poser la question s'il faut aller faire une consultation d'oncogénétique. Et ça dépend de l'âge et du nombre de cas dans la même branche familiale. Et de se mettre en quête de savoir s'il y a un gène BRCA1, BRCA2, ou alors de simplement confirmer qu'il y a une probabilité élevée de cancer d'origine, enfin de situation de probabilité d'avoir un gène héréditaire. Et dans ce cas, il y a un suivi qui va commencer plus jeune et qui va être différent. Les autres facteurs de risque, c'est l'hyperoestrogénie endogène. Donc, c'est l'imprégnation par les œstrogènes, qui sont les hormones féminines. Et ça, on n'y peut pas grand-chose puisque plus la période d'imprégnation sera grande et plus le risque va augmenter de cancer du sein, très lié à l'hormone féminine. Et donc, ça va être le cas en cas de puberté précoce et de ménopause tardive. Bon, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas jouer. Par contre, on peut jouer sur tous les facteurs de risque qui font partie de la catégorie nutrition et mode de vie. Alors, le Centre international contre le cancer a colligé un peu toutes les études à ce sujet et vous avez là un tableau qui vous présente les risques donc liés au mode de vie et la fraction attribuable. La fraction attribuable, ça veut dire parmi tous les cas de cancer du sein détectés en France, combien sont attribuables à l'alcool. Et vous voyez qu'en tête, on a l'alcool. L'alcool, ça représente 15% des causes de cancer du sein, des cas de cancer du sein. Donc, il est impliqué dans 15% des cas de cancer du sein. C'est comme ça qu'on le lit. Pour le surpoids et l'obésité, qui intervient surtout après la ménopause, c'est 8,4%. Le tabac, 4,4%. L'alimentation déséquilibrée, 4,3%. L'insuffisance d'activité, 3%. Les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause sont impliqués, alors là de manière un peu indirecte, dans 2,3%. C'est des précurseurs, en fait, ils accélèrent l'apparition du cancer. Ils ne la causent pas vraiment. Il y a aussi le nombre de mois d'allaitement par enfant, quand il est inférieur à 6 mois. Les expositions professionnelles, alors notamment le travail de nuit, et enfin les radiations. Alors, le dépistage organisé du cancer du sein en France, il concerne les femmes de 50 à 74 ans qui sont asymptomatiques. Ça, c'est un point important, hein. Il ne faut pas attendre d'avoir un symptôme pour participer au dépistage. On a bien affaire à des femmes qui sont asymptomatiques et l'objectif du dépistage, c'est de repérer parmi ces femmes asymptomatiques celles qui sont déjà atteintes par la maladie et celles qui en sont indemnes. Et pour celles qui en sont atteintes, on va utiliser la mammographie pour essayer de repérer la lésion. Donc la mammographie est recommandée tous les ans. Et ça reste, dans une analyse relativement récente du Centre international de recherche contre le cancer, c'est toujours la mammographie qui est le meilleur examen de dépistage de ce cancer. En France, on a la chance d'une prise en charge à 100% dans le cadre du dépistage organisé, qui organise aussi, outre la réalisation de la mammographie, une deuxième lecture de l'examen. Et donc, c'est la raison de nos centres dépistage des cancers, c'est qu'on va organiser, entre autres, cette deuxième lecture et ça fait partie de notre rôle
un peu médicale. Je vous parlais de nos missions médicales. On a cette organisation de la seconde lecture qui est un deuxième avis rendu par des radiologues experts qui viennent dans nos structures donner un deuxième avis sur les clichés de mammographie. Ça permet de repérer 5% des cancers du sein qui sont un peu plus subtils, un peu plus difficiles à voir et qui n'ont pas été vus par le premier radiologue. Donc en France, les points forts du dépistage, ce sont de mettre en place toute une organisation qui vont permettre de contrôler les appareils, c'est-à-dire qu'on a dans nos missions aussi à garantir que les appareils sont bien contrôlés tous les 6 mois. On va aussi s'inquiéter de la formation des radiologues et des manipulateurs et donc, je viens de vous en parler, cette deuxième lecture qui va détecter 5% des cancers et une évaluation qui permet de suivre et de rendre des résultats aussi, aux radiologues pour, dans un objectif toujours de cercle vertueux de qualité. On a la chance de pouvoir mettre le focus sur cette pathologie pour l'intérêt et dans l'intérêt des femmes. Donc, là, je crois qu'on a le deuxième sondage. C'est à votre avis, quel est le taux de participation à ce dépistage pour la période, 2022-2023 en France? Alors je vous laisse à nouveau quelques minutes. Voilà, bah, je crois que ah non, ça bouge encore. Ça y est, dernier. Donc, bah, vous avez raison. Je dirais malheureusement, là pour le coup, on est en France à 46,5% de participation, un peu plus élevé en Auvergne-Rhône-Alpes à 51,6, mais malgré tout en baisse. Et l'objectif européen et français est de 70%, l'objectif d'efficience. Donc on en est encore loin et malheureusement on est en baisse. Et je crois que c'est aussi tout ce qui a sous-tendu le fait de se préoccuper de la manière d'informer les femmes et je fais le lien avec, la présentation de Patricia qui va suivre sur notre projet, commun, sur, Cannelle, puisqu'on s'intéresse à la manière de mobiliser les femmes tout en leur apportant une information, la plus transparente et la plus honnête et qui corresponde à leurs attentes pour qu'elles prennent leurs décisions, de manière, informée et donc on s'est intéressé, donc je vais laisser, Patricia présenter la suite. On s'est intéressé au mode. Alors, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, j'ai vu dans le sondage qu'il y avait quelques participantes au projet et je suis absolument ravie de vous retrouver. Ben, les autres aussi, bien sûr, mais particulièrement celles qui ont participé. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Patricia Villain. Je travaille au Centre international de recherche sur le cancer où je suis chercheur. Et alors, juste pour vous apporter une source de fierté, on en a beaucoup besoin en ce moment. Le centre a été créé en 65 et c'est une initiative française. Et vous voyez, ça c'est la tour historique qui se trouve à Lyon. Euh, bon, on a déménagé il y a pas longtemps, en 2022, dans ce magnifique bâtiment. Mais ce qui est bien, c'est que cette tour historique, elle va rester, elle va être réhabilitée et ça fait partie de l'histoire. Et en tout cas, c'est quelque chose de incroyable. Alors, Cannelle. Tout d'abord, je vais vous dire que vous avez participé à cette étude et on a été capable de publier un article scientifique qui explique pourquoi, comment, les résultats.
Et Patricia et moi-même, nous sommes les deux Patricia dans les auteurs. Et c'est une étude qui a été financée par l'Institut national du cancer. Donc c'est un organisme français qui lance des appels à projets pour justement faciliter, favoriser la recherche et puis les connaissances. Alors le gros message que je vais vous dire d'abord, c'est un gros merci pour celles qui ont participé et puis merci d'être là tout simplement ce soir. Alors pour Cannelle, pourquoi cette étude? Alors on va remonter un petit peu dans le temps. Et ce qui s'est passé vers 2016, c'est que il y a eu beaucoup de rumeurs, de polémiques, et ce qui fait que les organisations, le ministère de Santé par exemple et l'INCa, ils ont décidé de faire en sorte de réorganiser un peu le programme. Donc il y a eu des consultations nationales qui ont été faites, il y a eu des consultations scientifiques. Et en gros, ça aboutit à une espèce de réorganisation un peu du programme. Alors le grand message en ce qui nous concerne pour l'information, il s'est avéré dans ces différentes consultations que ce qui était important pour les femmes, c'était de ce qu'on appelle d'être bien informé, un choix informé ou éclairé. Donc là, je vois qu'il y a une grosse faute, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il est sorti de ces consultations qu'il fallait vous donner, et c'est un peu normal, les informations, aussi bien les choses positives du dépistage que les choses un peu moins positives, comme la douleur, etc. Et que c'est vous, avec ces informations qui sont pas biaisées, qui sont bien scientifiques, qui sont basées sur des choses bien documentées, vous vous en emparez et vous décidez. Voilà, je décide de participer au dépistage ou je préfère attendre. Et il y a une autre chose qui est ressortie de ces consultations, c'est que il est important aussi d'être accompagné dans cette décision. Donc, c'est ce qu'on appelle une décision médicale partagée. Alors là, j'ai mis un petit schéma qui vient d'un autre article où c'est vraiment une discussion. La décision médicale partagée, ça touche pas forcément seulement le dépistage, c'est pour n'importe quelle décision médicale où il y a un vrai dialogue qui s'installe et quelque chose de très accompagnant, où le médecin prend pas comment dire, le lead, dirige pas la conversation, mais il y a vraiment un vrai dialogue et qui aide normalement à la fin à prendre une décision. Pour ça, pour être bien informé, pour avoir une décision ou un choix éclairé, il y a des outils. Ça peut être des petites brochures ou ça peut être quelque chose en ligne qu'on appelle des outils d'aide à la décision. Alors ça, c'est un peu pour vous donner le contexte. Et nous, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, on a décidé de répondre à un appel à projet donc de l'Institut national du cancer qui visait à développer des aides à la décision pour justement accompagner les femmes dans leur choix de décider par rapport au dépistage du cancer. Et le projet s'appelle Cannelle, pour choix, aide à la décision, neutralité bienveillante du médecin pour elle. Neutralité bienveillante, c'est quelque chose qui est important dans une décision médicale partagée. À savoir, on n'est pas là pour juger, on est là pour informer et pour accompagner. Donc, le fameux Cannelle. Donc, c'était pour mettre en place un outil en ligne que vous pouvez utiliser soit seul. Alors, je suis désolée, j'ai pas trouvé une photo de femme un peu plus âgée, mais je me dis que bon, on va dire qu'elle a 52 ans. Et soit elle utilise elle-même cet outil, soit elle l'utilise comme un outil avec son professionnel de santé, justement pour partager, pour s'informer, pour décider. Donc voilà, Cannelle, c'était
développer quelque chose qui est en ligne, qui est accessible soit par ordinateur, soit par mobile, et c'est quelque chose qui vous outille au sujet du dépistage du cancer du sein, si vous en avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de développer cet outil, enfin, à l'origine? Alors, il y a une méthode, des méthodologies diverses et variées qu'on peut utiliser. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des groupes de discussion. Vous avez, en tant que sentinelle, sûrement dû aussi entendre déjà parler des études comme ça, qui appellent les gens, les sentinelles, à participer. Les groupes de discussion, c'est comme son nom l'indique, c'est différents groupes. Voilà, on discute au sujet de différentes problématiques. Et ensuite, eh ben, on analyse tout ça. Ça a l'air très simple comme ça, mais c'est quelque chose de scientifiquement qu'on essaie de faire vraiment de manière rigoureuse, à savoir, on vous pose pas n'importe quelle question, c'est basé sur des recherches qui ont été faites avant. Et puis après ça, on analyse tout ce qu'on a trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on vous a demandé? On a fait des analyses de discours, mais qu'est-ce qu'on vous a demandé? Ben, est-ce que vous faites dépister ou pas? Est-ce que la lettre d'invitation, Patricia Soler-Michel a parlé tout à l'heure de la lettre d'invitation. Est-ce que ça vous paraissait utile ou pas? Est-ce que discuter avec votre médecin, bah, vous rappelez un peu l'historique que j'ai fait, est-ce que c'est vraiment important pour vous? Est-ce que ça va vous aider? Et finalement, est-ce que le rôle d'un outil en ligne, justement, pour aider à cette décision, eh ben, est-ce que ça pouvait être une super chouette idée ou pas du tout, c'était complètement aberrant. Donc voilà un peu ce qu'on vous a demandé et je vais vous présenter un peu les résultats. Alors, groupe de discussion, c'était très bien. Donc en avril 2020, on s'apprête à faire les groupes de discussion. Quand nous tombe dessus ce satané-virus, et donc on était en période de confinement. Alors, ce qui s'est passé, et je vous remercie de votre réactivité, et aussi Guillemette, parce qu'il a fallu qu'on s'adapte. C'est qu'en fin de compte, on allait se servir de cette période de confinement pour refaire du lien social et pour vous embarquer dans notre étude. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, pendant le confinement, on a organisé 7 groupes avec les sentinelles. Et je dois dire que c'est une expérience inoubliable, justement, de liens, pas seulement d'études, mais de liens qu'on a créés. Et après le confinement, on a fait d'autres groupes, mais là, en face à face. Et surtout avec des femmes qui avaient un profil différent. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et après, ben, on a travaillé très, très fort et analysé tout ça. Et je vais donc vous présenter ces résultats. Alors, les groupes de discussion, comme j'ai dit, il y avait 2 publics. Hein. D'abord, les sentinelles qui étaient en ligne. Alors, l'intérêt d'être tombé dans le confinement, c'est que, en gros, et on a pu le faire en ligne, et conclusion, vous étiez de partout, de toute la France. Et ça, c'était absolument fantastique. Je pense qu'il y en avait même une qui était en voyage à l'époque, donc elle nous a rejoint. Elle était confinée, si mes souvenirs sont bons, sont en Italie. Et 16 ans, donc, on a eu comme ça 7 groupes à travers la France. Et à côté de ça, après le confinement, on a utilisé nos collaborateurs, et notamment Patricia, pour justement aller dans des zones où il y a des populations un peu moins favorisées socio-économiquement. Donc, on a choisi ces 2 zones-là. Et par l'intermédiaire des collaborateurs qui travaillaient, c'était des associations qui travaillaient avec des femmes un peu moins favorisées de manière socio-économique. Et donc là, on a fait 3 groupes et on a réuni 15 femmes. Alors, si on regarde un peu les profils,
des sentinelles et de ces femmes qu'on avait, avec lesquelles on avait fait des groupes en présentiel. Les sentinelles, vous avez à peu près 54-55 ans. 63% d'entre vous avaient dans sa famille proche eu un cas de cancer du sein. Alors, ce qui était intéressant, c'est que 68%, 27 sur 40, vous étiez quand même assez diplômé et 70%, vous aviez un emploi et presque toutes avec des professions de cadre ou équivalent. Alors, à côté de ça, en présentiel, donc avec ces groupes de femmes moins favorisées, effectivement, on s'est aperçu que 13% seulement avaient un diplôme qui était inférieur au bac. 68% se trouvaient sans emploi. Il n'y avait aucune femme avec des professions de cadre ou équivalent. À peu près le même âge que les sentinelles et pas le même profil de cancer du sein dans la famille proche, puisque une seule a partagé avec nous cette information. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des résultats? Bon, je vais vous présenter les résultats et vous allez voir, je vais vous présenter en faisant le parallèle entre ces deux groupes. Pourquoi? Parce que si, comme je vous l'ai mentionné, si on regarde ces deux critères, c'est-à-dire le nombre, enfin l'éducation, le nombre d'années d'université, on va dire, et puis l'emploi de cadre, etc., on s'aperçoit bien qu'il n'y avait pas du tout le même profil socio-économique. Et donc, on avait un profil de femmes milieux plus favorisés et de femmes de milieux de quartiers de quartiers défavorisés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du dépistage? Ben, tout le monde, en gros, vous étiez tous pour nous dire que vous participiez ou bien que vous étiez pour. Alors, le critère qui revenait, quel que soit le groupe de milieux de femmes plus favorisées ou moins favorisées, c'est que c'était vraiment, ça vous rassurait. Quelque chose de participer au dépistage du cancer du sein, ben, ça vous a apporté une tranquillité d'esprit. En ce qui concerne les sentinelles, ce qui prédominait, c'était le fait que oui, je peux avoir un cancer du sein. Et ça, c'était lié au fait que, bien sûr, il y a eu des cas dans la famille proche. Et l'autre notion, c'est, OK, si on trouve quelque chose, ça va être pris tôt et grâce au dépistage, et je vais pouvoir me soigner. Les femmes des milieux de quartier défavorisés, ce qui est plutôt là, c'était pas forcément sur le cancer du sein. C'est le cancer, c'est grave et on peut toutes les avoir. Alors, si vous étiez toutes comme ça, plutôt en faveur du dépistage ou à participer, ça veut dire que les freins étaient beaucoup moins importants que les motivateurs. Les freins, c'est ce qui, par exemple, vous empêche, vous retient de choses. Les motivateurs, ben, ça motive. C'est comme le chocolat. Bon, quand on regarde un peu les résultats, on voit bien que les freins, eh ben, ils étaient beaucoup moins nombreux que les motivateurs. Quand on regarde les freins, quel que soit indépendamment du milieu, il y a quelque chose qui en ressortait très fort. C'est la peur du résultat. Ok, j'y vais, mais j'ai quand même peur du résultat. Chez les sentinelles, il y avait d'autres choses. Il y avait la peur de la douleur, des risques de radiation, des faux résultats. Puis ça sortait aussi beaucoup des problèmes pour obtenir un rendez-vous. Au niveau des femmes des milieux moins favorisés, là est ressorti les difficultés de compréhension du français ou d'expression aisée en français, qui pouvaient être un frein. Au niveau des motivateurs, comme je l'ai dit, ils étaient beaucoup plus forts parce que vous étiez pour le dépistage ou vous participiez. Et ce qu'on retrouve comme un élément vraiment motivateur, c'est-à-dire ce courrier qui arrive à la maison et qui me rappelle que il y a quelque chose que je dois pas oublier, c'est de me faire dépister. Ça, c'était quel que soit le milieu.
Chez les sentinelles, il y avait d'autres choses. Il y avait notamment le fait que vous aviez un espèce de réseau déjà de femmes, d'amis, de collègues et par l'intermédiaire de ce réseau-là, eh ben, vous en entendez parler du dépistage et ça vous incite à y aller ou voilà, ça vous rassure. Il y a aussi une idée de prendre le pouvoir. Ça veut dire, je m'occupe de mon dépistage, je prends ma prévention du cancer du sein en main. Et il y avait aussi les recommandations d'un professionnel de santé. C'est-à-dire, on sentait vraiment que le professionnel, le médecin généraliste ou autre, il était là comme vraiment important pour vous accompagner dans cette décision. Pour les femmes des milieux de quartiers défavorisés, de manière intéressante, il n'y avait pas tout ça. Ce qu'on retrouvait, c'est ce qu'elle disait qui les avait aidés, c'est les activités de groupe justement de prévention qui sont organisées par les CRCDC, les centres de coordination de dépistage des cancers, des dépistages organisés de cancers. Et là, notamment par la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc par le centre dirigé par Patricia, et les campagnes publicitaires, tout ce qui était au niveau de télé, etc. Donc, on voit vraiment qu'il y avait une différence. Alors, qu'en est-il du choix de la manière de décider? Parce que je vous rappelle que ça, c'était un élément clé de cette recherche. C'était savoir si vraiment ça ressortait. Ben, ce qui est intéressant, c'est que ça sortait vraiment chez les sentinelles, mais pas du tout dans les femmes des quartiers défavorisés. Qu'est-ce qui ressortait? Pardon, hop, je suis allée trop vite. C'est que c'était important, cette notion d'avoir un choix informé, éclairé, et même la notion d'une décision médicale avec votre médecin est important. Pas du tout chez les femmes des milieux de quartiers défavorisés. Qu'est-ce qu'on trouve au niveau de cet outil en ligne, ce fameux outil en ligne pour aider à la décision? Ben, les sentinelles, c'est pourquoi pas, mais il y avait beaucoup de barrières. Par exemple, barrières qu'on retrouve vraiment quand on parle de l'accès à l'Internet, les barrières de l'âge, la facilité d'utilisation Internet, des outils informatiques, le fait qu'on puisse trouver de l'information erronée. Donc, il faudrait vraiment que cet outil soit bien cadré. Et quelque chose d'important aussi, c'était l'idée que, bon, l'histoire d'être en réseau à travers cet outil, de pouvoir se parler entre femmes, etc., pas nécessaire parce que vous n'êtes pas isolés socialement. Alors, les femmes des milieux un peu moins favorisés, c'était pourquoi pas. Et notamment, et là encore, il y a une différence, c'est pour être aussi en contact avec les autres femmes et pour prendre des rendez-vous. Donc, il y avait plus cette idée d'accentuer un peu ce réseau de femmes qui peut me rendre. Alors, en conclusion de cette étude, alors on a vu que la lettre d'invitation, quel que soit le milieu, est important. Parce qu'on avait peut-être tendance à penser que bon, c'est une lettre comme ça qu'on reçoit, bon, elle rappelle, mais ça revient accentuer l'importance de continuer ça. Pour les femmes de milieux moins favorisés, on a vu l'importance que c'est tout ce qui était ces groupes de discussion sur la prévention de cancer qui est organisé par les CRCDC, comme celui de Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, c'est quelque chose qui est important parce que c'est quelque chose qui apporte de l'information à ces femmes qui sont peut-être d'un milieu moins favorisé, donc peut-être plus isolées, on va dire, même si c'est un peu cliché socialement. Alors, ce qui était important, et notamment, c'est ce qu'on a vu à travers le choix et la décision éclairée. On a vu qu'il n'y a pas forcément une même importance suivant les femmes et ça a des coûts d'un niveau un peu de socio-économique. Et pour proposer un outil qui prend en compte toutes ces différences, eh ben, nous, ce qu'on pense maintenant que ce serait judicieux, c'est que oui, l'outil en ligne, ce serait intéressant parce qu'il peut donner cette idée de
aller piocher où vous voulez, quand vous voulez et le type d'information que vous voulez. Donc, c'est aller vraiment, et là, je l'ai représenté sous forme d'un parce que je trouvais que c'était très symbolique. On a une base qui est solide, qui est fiable. Vous avez accès à ça. Et si vous le souhaitez, vous cherchez d'autres informations et puis sur le sujet qui vous intéresse en rapport, bien sûr, avec le dépistage du cancer. Tout ça, c'est pour pas apporter, peut-être que vous, femmes, vous, femmes, moi aussi, hein, en l'occurrence, on n'a pas besoin d'avoir des tonnes d'informations. On a besoin juste d'avoir l'information qu'on veut avoir. Et c'est ça qui est important. Alors, c'était un travail qui était intense et je tiens à remercier nos collaboratrices. Donc, de l'Université Lyon 2, Anne-Sophie Petit et Marie Préau, et du centre de dépistage des cancers, le centre de coordination Auvergne-Rhône-Alpes, Patricia, que vous avez entendu avant, et Christelle Rodrigue. Alors, celles qui ont participé aux ateliers en ligne, vous probablement reconnaîtrez des petites têtes. Donc ça, elles sont mes étudiantes bien aimées et avec qui j'ai partagé cette expérience. Donc c'est Laureline, Laura et Alice. Mais surtout, et je voulais le souligner, dans cet article scientifique, il y a un passage qui est, c'est en anglais parce que les articles scientifiques, généralement, surtout quand ils sont bien dans des revues importantes, ils sont en anglais. On tenait à remercier les sentinelles parce que, et c'est du fond du cœur, nous sommes très reconnaissantes à toutes ces femmes qui ont accepté de participer à notre étude. Et effectivement, on vous a trouvé enthousiaste, gentille, extrêmement gentille, et c'était absolument inspirant. Et c'est une grande source de motivation. Et je ne dirai jamais assez merci, parce qu'en plein Covid, en plus, je pense que ça a été aussi bien important pour vous d'être liés comme ça par une étude, mais aussi pour nous, chercheurs, parce qu'on s'est sentis vraiment moins isolés. Et ça a été une aventure formidable. Alors, un petit mot de fin pour dire combien je trouve les sentinelles formidables, d'avoir ce réseau de soutien, de participation de femmes. Ça rejoint beaucoup ce en quoi je crois et merci pour tout ça. Je vous rappelle, comme Patricia l'a dit, qu'il y a 3 types de dépistage. On parle du dépistage du cancer du sein, mais il y a d'autres dépistages, cancer colorectal, cancer du col. Bien sûr que vous avez le droit de décider de ne pas participer, mais si vous le faites, s'il vous plaît, parlez-en avec quelqu'un de confiance. Et voilà, donc je vous dis merci infiniment. Merci Patricia et Patricia, du coup. Et merci de rappeler combien les sentinelles, et puis on va aussi parler des participantes qui ont participé via le centre, combien elles sont formidables, on leur dit très souvent, mais je pense que c'est jamais trop de le rappeler. On va passer maintenant aux questions. Du coup, je vais me faire la voix des sentinelles, ou des participantes qui sont là, qui ont posé quelques questions. Alors d'abord, on a Sophie qui demande, pour les femmes de plus de 60 ans sans antécédés, faut-il quand même dépister tous les 2 ans au risque de découvrir une lésion qui n'aurait pas forcément dégénéré et entamer un protocole invasif et inutile? Ça, c'est une question pour moi. Je crois, oui. En fait, c'est la question du surdiagnostic. Donc peut-être certaines d'entre vous ont entendu parler. C'est la question de savoir si on rend service. On va rendre service. L'objectif du dépistage, au final, c'est celui qui a été démontré, c'est la réduction de mortalité par le cancer du sein. Alors en effet, ce que sous-tend la question, c'est si on découvre un cancer du sein
chez une femme. La définition du surdiagnostic est la suivante. C'est on découvre un cancer du sein qui n'aurait pas fait parler toute la vie durant de l'individu. C'est une notion très théorique et modélisée. Il y a des tas de chercheurs qui ont essayé de modéliser cela. Ça reste très théorique. Pourquoi ? Parce que le principe, c'est s'adresser à des personnes asymptomatiques et on va aller chercher le cancer. Une fois qu'on découvre une anomalie à la mammographie, qu'on fait le prélèvement et qu'on diagnostique que c'est un cancer, on va le traiter. Et le principal problème du surdiagnostic, c'est le traitement. Puisqu'on sait que parmi toutes les femmes qui sont dépistées, il y en a certaines à qui on n'aura pas rendu service. Dans quel cas on n'aura pas rendu service ? Vous voyez que je vous ai montré les chiffres de survie du cancer du sein, ils sont assez bons quand même, hein. Donc, on va avec ce dépistage essayer de trouver une lésion de manière à ce que la femme, elle n'en meure pas du cancer. Elle va mourir d'autre chose. Prenons le cas d'une femme qui fait son dépistage, on lui trouve un cancer du sein. 1 an après, elle décède d'un infarctus du myocarde. On ne lui a pas rendu service. Parce que pendant la période de temps où on a découvert plus tôt son cancer, qu'il a été traité, on n'aurait pas été le chercher, elle n'en aurait rien su, et elle serait morte de la même manière de son infarctus, mais on n'aurait pas infligé, entre guillemets, ce traitement lourd, etc. Il y a quand même des femmes à qui on va trouver ce cancer et qui ne vont pas décéder de l'infarctus. Et tout l'enjeu, il est là. Le problème, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas de quoi l'avenir va être fait et si un facteur de risque va apparaître qui vont faire que les femmes, du coup, vont décéder d'une autre cause. Je vous rappelle qu'on est dans la tranche d'âge 50-74 ans, donc c'est quand même, voilà, il peut arriver un décès d'une autre cause que le cancer du sein. Le cancer du sein est suffisamment fréquent, hein, je vous ai dit, c'est 1/3 des cancers chez la femme, pour que l'avantage de faire la mammographie soit quand même supérieur à l'inconvénient. Et ça ne veut pas dire que l'inconvénient n'existe pas. C'est-à-dire que le surdiagnostic, il existe bel et bien. Et c'est vrai que ça demande un peu de temps pour comprendre, parce que c'est une notion théorique, pour comprendre la notion de surdiagnostic. Mais moi, je voudrais rajouter autre chose par rapport à… Parce qu'il n'y a pas que la réduction de mortalité. Et je peux en témoigner parce que je suis passée par là. J'ai été dépistée d'un cancer du sein. Et je me suis posé la question parce que c'était un petit cancer du sein et je dirais par chance parce que quand même, j'étais dans le dépistage, donc j'étais bien dans ce qu'on recherche. Et je me suis dit, peut-être que je suis dans le surdiagnostic. Mais il y a une chose dont j'étais certaine, c'est que j'étais contente de ne pas avoir de chimiothérapie. Or, le problème, quand on décide si on décide de laisser faire, d'être juste vigilant sur la symptomatologie, c'est-à-dire que si on arrive au moment où le cancer est diagnosticable parce qu'il est clinique, à ce moment-là, on a beaucoup plus de risques d'avoir une lésion qui va nécessiter un traitement plus lourd, peut-être parce que déjà la taille est plus importante, donc peut-être qu'il va demander une chirurgie plus lourde, et par ailleurs, il y a un risque bien supérieur de chimiothérapie. Pour être passé par là, c'est vraiment très différent d'avoir ou pas de la chimiothérapie. Et malgré tout, ça ne veut pas dire que ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très individuel parce qu'on ne va pas tous avoir la même manière de penser. C'est pour ça qu'il faut donner de l'information aux femmes qui le demandent. On ne va pas donner cette information systématiquement au risque qu'elle soit mal comprise et qu'elle fasse peur. Moi, c'est ça que je crains le plus parce que si on fait peur, on informe mal et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de bien comprendre qu'en analysant les avantages et les inconvénients, on a trouvé que
la balance, elle penchait du côté de l'avantage quand on faisait une mammographie tous les 2 ans. Et ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas là-dedans des cancers qui vont être surdiagnostiqués. C'est-à-dire que on sait qu'on rend pas, enfin moi j'ai l'habitude de dire, on sait qu'on rend pas service à tout le monde, mais on sait qu'on rend service. Et la recherche, puisqu'il y a une étude en cours dont on attend les résultats dans 4 ans maintenant, les inclusions sont closes, qui est l'étude MyPEPS, qui est une étude européenne qui est née à l'Institut Gustave Roussy, Suzette Delaloge, qui est une Française qui a construit cette étude, qui est une étude où le dépistage, donc on comparait le dépistage standard tel qu'il est fait actuellement en France avec la mammographie tous les 2 ans chez les femmes de 50 à 74 ans à un dépistage basé sur le risque. Et l'inclusion était à partir de 40 ans, basé sur le risque, était déterminé à partir de le type de sein qu'ont les femmes, c'est-à-dire la densité mammaire. Les seins sont plus ou moins denses, donc c'est plus ou moins facile de détecter les lésions. Et aussi un test salivaire de polymorphisme génétique, de polymorphisme ADN, qui permettait de classer en fait les femmes en 4 catégories de risques. Et pour les femmes à plus bas risque, elles avaient une mammographie à 4 ans. Pour le risque moyen, c'était 2 ans. Et c'était 1 an pour le risque élevé. Pour le risque très élevé, c'était tous les ans avec une IRM. Donc, un équivalent de ce qu'on pratique pour les personnes qui ont un risque génétique. Donc, alors c'est peut-être l'avenir, on attend les résultats dans 4 ans. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder sur le site de MyPEPS, où on pourra peut-être vous donner les indications. Voilà, alors ça c'est une piste pour essayer de résoudre ce problème. Mais pour l'instant, on n'a pas mieux que la mammographie tous les 2 ans. Je ne sais pas si j'ai Merci Patricia. été assez compréhensible. Voilà, c'est un peu compliqué Pour information, Sentinelle, on a participé à l'étude MyPEBS avec ceux de la loge. On va vous mettre dans le chat, là, si on le retrouve à temps, le lien vers le webinaire qui était juste un petit détail, c'est qu'il y a une grosse étude aussi américaine qui porte sur le même chose. Ça veut dire, en gros, est-ce qu'on peut séparer les femmes, enfin leur donner des stratégies de dépistage en fonction de leur risque. Mais je pense alors, les 2 études, en fait, vont être analysées aussi. Enfin, il y a un projet pour justement réunir les résultats des 2 études. Ouais. Oui, c'est prévu déjà par Suzette Delaloge, oui. Et du coup, ça fait écho aussi à une question d'Isabelle qui demande justement quel bon rythme pour les mammographies lorsque toutes les femmes de la famille ont eu ce cancer. Alors, lorsque toutes les femmes de la famille ont eu ce cancer, il faut peut-être se diriger vers une consultation d'oncogénétique pour faire le point. Alors ça dépend de l'âge, voilà, il faut fouiller, là c'est pas le lieu, mais il faut fouiller la question individuellement en consultation d'oncogénétique parce que ça va dépendre du risque. Le risque, il va être calculé et il y a lorsque le risque est supposé génétique ou éventuellement testé comme étant génétique, ça peut aller jusqu'à la recherche de gènes. Et à ce moment-là, la surveillance, elle est adaptée à la situation. Donc souvent, c'est une mammo tous les ans avec une IRM qui est réalisée. Mais vraiment, avant de se faire peur, il faut vraiment étudier là, les oncogénéticiens, ils sont là pour ça, ils étudient les familles. Ils vont récupérer tous les dossiers des personnes, s'il y a eu des cancers dans la famille. Ils vont examiner vraiment très précisément la famille et le risque pour les femmes de la famille. Super, merci beaucoup. Donc, il faut envoyer à son médecin, à son professionnel de santé. Tout à fait. Il nous reste 6 minutes, alors on va essayer de faire peut-être des réponses un tout petit peu plus courtes. Que pensez-vous? Non, je vous en prie. Il y a Catherine qui nous demande que pensez-vous du dépistage après 75 ans? Alors moi, je dis, pour une femme qui a bien participé au dépistage,
et qui, parce que vous voyez bien que la question, c'est par rapport aux autres comorbidités et à qui on va rendre service. Donc, plus l'âge avance et plus on va être en difficulté, sauf qu'il y a des personnes qui, à 75 ans, sont en pleine forme. Donc, c'est vraiment une discussion à avoir avec son médecin. Et moi, je préconise que les mammographies, elles continuent tous les 2 ans si on n'est pas dans des comorbidités qui voilà qui viendraient prendre le dessus quoi. S'il y a des problèmes qui prennent le dessus, ben voilà, peut-être on peut différer les mammos. Mais par contre, voilà, Mais pour quelqu'un qui, hem, qui est en bonne santé, au moins en apparence, hein, pourquoi pas continuer? Oui, Patricia, tu veux ajouter que tout ça, comme Patricia l'a dit, c'est des histoires de preuves scientifiques entre les risques et les bénéfices. Et au-delà de cet âge, 74 ans, il n'y a pas de preuves formelles que ça va être bénéfice. Enfin, que la balance va être plus vers des bénéfices. Vous voyez? Donc, c'est toujours une histoire comme ça. Et il y a les nouvelles, il y a des articles très intéressants qui viennent de sortir justement aux États-Unis où ils ont revu un peu les recommandations. Donc, si vous êtes intéressé, on partagera avec vous aussi. Oui, merci. Catherine, toujours, qui nous demande pourquoi un radiologue fait-il quasiment systématiquement une échographie avec la mammographie de dépistage? Alors ça peut venir des seins de la femme, hein. C'est habituellement l'échographie, elle est faite quand les seins sont plus denses, parce que justement, on sait que dans les seins denses, la mammographie va moins bien repérer les lésions, donc on couple avec une échographie pour essayer de ne pas passer à côté d'une lésion. Il y a des attitudes qui sont plus ou moins systématiques. Moi, je dirais, il faut quand même, on choisit le cabinet où on va, on fait confiance. Voilà, si le radiologue considère qu'il vaut mieux faire une échographie pour être sûr, parce que les seins ont une densité. Alors, il n'y a pas que ils peuvent être très denses et puis ils peuvent être aussi très hétérogènes. Et dans ces 2 cas de figure, ils vont avoir besoin de faire une échographie complémentaire. Mmh. L'échographie, elle détecte aussi des lésions, hein. Elle n'a pas une si mauvaise valeur prédictive. Très clair, merci. Et alors après, on a pas mal de témoignages de femmes. Alors, on en a eu en amont de ce webinaire au moment où on a communiqué dessus et on en a encore là dans le chat de personnes qui nous disent avoir des difficultés à trouver des rendez-vous, que voilà, que le temps d'attente est long et qui du coup, on a même des pistes de solutions qui demandent si, par exemple, l'outil en ligne dont tu parlais, Patricia, permettrait de pouvoir prendre des rendez-vous directement en ligne pour faciliter la prise de rendez-vous. Alors ça, c'est un point très important parce que effectivement, alors on l'a pas encore développé pour des raisons diverses et variées, notamment le Covid et que moi-même j'ai été super malade avec ça. Mais effectivement, faciliter la prise de rendez-vous, ça c'est quelque chose qui est absolument primordial et qui serait effectivement, si c'était mis en place par l'intermédiaire de cet outil multifonction là, ce serait très important. On a même pensé discuter avec les experts à mettre un outil de géolocalisation de façon à vous indiquer directement là où il y a des rendez-vous. Un peu comme Doctolib, comment ça marche. Vous savez, quand vous prenez des rendez-vous et que vous voulez un rendez-vous de santé dans les 3 jours, vous pouvez sélectionner, si vous mettez votre localisation, il vous dit, OK, là, vous avez de la place et tout. Donc, c'est une très, très bonne idée, oui. Malheureusement, Patricia, ça va pas résoudre le problème de la démographie médicale et du nombre de radiologues qui est un des problèmes. Et c'est vrai que sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, qui est très divers, hein, puisqu'il y a des zones très urbaines et puis des zones très rurales et sur les Rhônes, par exemple, dans l'Allier, il y a plein de cabinets qui ont fermé et il y a beaucoup de témoignages de rendez-vous très lointains et c'est un problème qu'on fait remonter, nous, régulièrement à l'ARS parce que ça nous inquiète beaucoup. Parce que le rythme, c'est vraiment 24 mois et on observe déjà plus de stades avancés de cancer
dans le dépistage dès lors que les distances entre les 2 mammographies dépassent 26 mois. C'est une étude qu'on avait menée sur la base du dépistage français. Donc, c'est quelque chose qu'on fait remonter, nous, régulièrement à l'ARS, hein, que voilà, faudrait faire quelque chose par rapport à cette discipline. Il n'y a pas assez de radiologues, scénologues. On a essayé de faire tourner un camion, nous, dans l'Allier. Bon, on essaye de trouver des solutions, mais c'est pas facile. On arrive à la fin, donc on prend peut-être juste une ou deux dernières questions. Pourquoi ne commence-t-on pas le dépistage organisé du cancer du sein qu'à partir de 50 ans, alors que le nombre de cancers du sein chez les femmes jeunes est en forte augmentation? Alors, c'est la même raison. Donc, la dernière évaluation, elle a été faite en 2015. C'est une question qui revient périodiquement. Donc, effectivement, alors peut-être la réponse, on va l'avoir avec l'étude MyPeps, hein, elle incluait à partir de 40 ans. C'est-à-dire que si on cerne mieux le risque de la personne, peut-être on peut commencer avant. Mais pour l'instant, les avantages, c'est ce que disait Patricia tout à l'heure, c'est la balance avantage-inconvénient. Et la balance avantage-inconvénient, elle est claire à partir de 50 ans. Elle est très, très discutée entre 45 et 50. Avant, elle n'est pas dans… Ouais. Voilà. Je me permets d'apporter plus, enfin, des petites nouvelles un peu scientifiques, on va dire, parce que ce qui se passe, c'est par exemple aux États-Unis, ils ont rabaissé l'âge. Les recommandations européennes, c'est maintenant à partir de 45. Aux États-Unis, les recommandations de la task force, ça veut dire justement l'organisme qui est chargé de mettre en place les recommandations, c'est à partir de 40 ans. Peut-être que la France va s'aligner ou va changer, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est une vraie question et c'est peut-être dans les choses qui vont bouger. La task force, elle a fait un peu le mouvement de Balancier. C'était 40, elle est passée à 50, elle est repassée à 40. Ouais, mais là, Donc, c'est bon, on justement voit comme bien que dit ça discute beaucoup comme sur, dit sur l'âge de la dame début. qui témoigne, c'est que effectivement, on voit plus de cas de cancer plus jeunes. C'est pour ça, enfin, il y a d'autres évidences scientifiques que ça, mais eux, ils ont bougé. Alors peut-être qu'ils vont bouger encore, mais en tout cas, voilà. Et allez, une dernière question pour la route avant de se quitter. Est-ce que le mot mammographie n'est pas en lui-même un frein car peu compréhensible? Ah, intéressant. C'est intéressant aussi parce que effectivement, ça revient dans comment passer l'information, comment le faire que l'information elle est comprise. Alors peut-être que pour certains, effectivement, ça peut poser un problème. Peut-être que justement proposer des différentes mots pour décrire ce dépistage, ce serait peut-être aussi intéressant. Normalement, nous, on travaille là-dessus aussi, sur la communication des messages de santé. Très bien. Il y avait une dernière question, je la passe vite parce qu'on a un petit peu dépassé. Que pensez-vous de la chirurgie ablation préventive? La gynéco est contre, mais sachant que toutes les femmes du côté maternel ont eu un cancer. Alors ça, c'est vraiment une décision extrêmement individuelle. Moi, je pense qu'il faut aller dans un centre expert, consulter avec… c'est une décision qui se prend avec toute une équipe, l'oncogénéticien, le chirurgien spécialisé dans le domaine, il y en a, et ils prennent le temps d'expliquer à la femme pour être sûre de sa décision. Et voilà, donc c'est une décision qui est très personnelle, très personnelle. Donc moi, je me prononce pas parce que je ne suis pas dans ce cas-là, et je pense que là, c'est vraiment une décision individuelle. C'est des options, c'est une option qui est… Bon, il faut être sûr d'être dans un risque génétique, hein, mais ça s'évalue avec effectivement, discuter, c'est important, comme dit Patricia. Donc, si vous vous trouvez en face de ça, bien sûr que c'est une décision difficile, mais en parler et trouver les bonnes personnes qui peuvent aller dans un centre accompagner, c'est expert, vraiment un centre important. d'oncogénétique Ouais, en général, il est en lien avec voilà. l'équipe de chirurgie qui pratique cela, et
Et eux, ils savent mener les réflexions pour être sûrs du choix. Très clair. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toutes aussi pour vos participations et vos questions. On a appris plein de choses. Et alors, je suis désolée, il y en a eu qu'a priori quelques problèmes de réseau. Voilà, j'espère que ça vous a pas trop gêné. J'en profite aussi pour remercier Guillemette et Ferli qui ont opéré en coulisses pour qu'on puisse répondre à tout le monde et qui m'ont grandement facilité la tâche. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour un nouveau webinaire. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Sentinelle, mais que ça intéresse d'être tenu informé des autres études ou de participer à des études, etc., n'hésitez pas à nous rejoindre sur sentinelle.com. Normalement, quelques secondes après qu'on ait raccroché, vous serez automatiquement redirigé sur le site. Voilà. Merci encore à toutes pour votre engagement à nos côtés et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à toutes. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.